Les voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Donjean. Il est suisse, a 51 ans et habite à Neuchâtel. Cet aventurier épuise son énergie dans notre étoile et explore les possibilités d'utiliser toujours plus le soleil pour se passer du pétrole alors que nous sommes au seuil des limites planétaires. Les limites, il les dépasse avec l'esprit d'aventure qu'il a quasiment eu dès ses premiers pas. Dans cet épisode, Raphaël me raconte son projet de haut vol. Après avoir réalisé le premier tour du monde en bateau solaire, cet éco-aventurier a décidé de se rapprocher un peu plus de sa bonne étoile. Il a inventé un avion solaire spécialement conçu pour atteindre la stratosphère et prouver à tous que l'énergie du soleil est la plus crédible pour relever le défi de l'urgence climatique. De ces défis, à son histoire, en passant par l'évolution des consciences, il me dit qu'il faut tout changer pour que rien ne change. Je m'appelle Simon Icard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Raphaël Donjean. Bonjour Simon. Tu es un éco-explorateur et un conférencier et tu consacres ta vie professionnelle à promouvoir l'énergie solaire. On va parler du défi que tu t'es lancé, à savoir celui d'atteindre la stratosphère en avion sans consommer une seule goutte d'hydrocarbures. Mais d'abord, on a envie d'en savoir plus sur ton histoire. Tu es suisse. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es parti à l'aventure ? Ça a commencé très jeune. Ouais, ça a commencé très jeune. Je crois que ma première aventure, j'avais 3 ans et demi et ma maman m'a laissé aller au chalet de mes grands-parents seul. Donc, il fallait prendre un funiculaire et ensuite, il fallait marcher à peu près 2 kilomètres. Et je pense, parce que c'est un peu jeune, mais je pense vraiment que c'est la première fois, j'ai encore ce souvenir. Il faisait grand beau, il y avait le soleil. Premier sentiment d'enfant, de liberté totale, juste un petit sac à dos, donc l'essentiel avec nous. Et puis, c'était le début de mes aventures et ce qui ensuite m'a donné l'envie de voyager plus tard. Alors, tu dis que de te lancer dans l'éco-exploration a en quelque sorte donné un sens à ta vie ou ta vie professionnelle. Tu nous diras, tu avais quelle carrière avant de te consacrer totalement à l'éco-exploration ? Donc, effectivement, l'écologie expérimentale, qui est vraiment la discipline de l'éco-exploration ou des éco-aventures. Avant ça, moi, j'ai fait une formation de mécanicien et d'ingénieur. Après, j'étais paramédic, donc j'étais ambulancier. Donc, je m'occupais plutôt, on va dire, du contenu, mais j'essayais de participer à aider mon prochain en aidant les gens, en faisant du sauvetage. C'était ma passion avant de découvrir finalement cette problématique du climat en 2004, où là, je me suis dit que protéger le contenu, c'est bien. Mais si on ne protège pas le contenu, protéger le contenu n'a aucune utilité. Et je me suis lancé, j'ai eu cette idée de tenter de faire un tour du monde avec un bateau solaire. Et ça c'est là où tout a basculé, c'était en 2004. Alors justement, c'est ta première grande aventure, en tout cas celle qui t'a fait connaître, je crois, dans le monde entier, puisque tu es allé de port en port, en quelque sorte. Tu as fait ce tour du monde avec Planète Solaire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce que tu as retenu et nous raconter un petit peu c'est quand même rare de réaliser un tour du monde. C'était la première fois qu'on faisait le tour du monde, propulsé uniquement grâce à notre étoile, grâce à notre soleil. C'était quand même assez incroyable pour capter ces rayons du soleil et de nous propulser autour du monde. C'était une première assez incroyable. Donc, la première chose, c'est que c'est possible d'utiliser l'énergie solaire pour se déplacer. En tout cas, au niveau maritime, je pense qu'il y a un vrai potentiel pour les navires solaires. Et puis ensuite, ce qui m'a surpris, c'est l'accueil qu'on a reçu partout où on a été. Simon, tu vois, par exemple, on était en Polynésie française, au milieu du Pacifique. Des fois, on s'arrêtait sur une île, mais partout, on avait entendu parler de nous. C'était assez incroyable. Une fois, d'ailleurs, j'ai traversé aux Marquises sur Fatouiva. J'ai traversé l'île avec mon vélo, ce qui était vraiment la première traversée de cette île avec un vélo électrique et solaire. Et puis, j'étais au milieu de la forêt. Des gens, tout d'un coup, ont débarqué. Moi, j'étais en train de faire pipi. Des gens ont débarqué. Ah, c'est toi le bateau solaire. Ils sont venus se prendre en photo avec moi. Ils sont partis dans la forêt, mais ils avaient entendu parler de nous. Et partout où on a été bien accueillis. Les gens nous amenaient des fruits,
voilà, nous portaient assistance et nous disaient combien c'était incroyable qu'on puisse faire un tour du monde en bateau solaire. Vivaient aussi les changements climatiques. Hein. Il y a vraiment cette prise de conscience de ces changements climatiques, que c'est une réalité sur cette planète. Et puis voilà, partout, c'est génial. Et puis, merci de promouvoir cette énergie, l'énergie du soleil. Donc ça, c'était la deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est l'accueil qu'on a eu autour du monde. Est-ce que ça a changé ton regard sur la planète, sur la Terre? Parce que finalement, d'avoir une vision globale comme ça, alors je pense aux astronautes, c'est un peu différent, mais qui disent que quand ils voient la Terre depuis l'espace, ils ont une conscience différente de ce qu'est la planète en ayant parcouru. Ça a duré combien de temps ce tour du monde? En ayant parcouru la planète, ça a changé ton regard? Alors, le tour du monde a duré à peu près un peu plus d'une année et demie. On a parcouru 60 000 kilomètres, traversé tous les océans, hein, donc océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien, la mer Rouge, le canal de Panama et le canal de Suez. Donc, nous, on a fait un tour du monde quand même à une vitesse relativement faible, hein, à peu près 10 km/h. Donc, c'était un tour du monde où on a vu quand même que la Terre est grande, mais on a aussi vu l'impact que l'homme a sur cette planète, parce que partout où on a pu aller quasiment, on voit l'impact. On voit l'impact de l'homme sur cette planète, qui est pourtant assez grande quand même. Et c'est là qu'on se rend compte de la fragilité de notre environnement. Et puis, c'est vrai que ça, voilà, ça, en tout cas, moi, ça a changé la perception des changements climatiques, parce que partout où on a été, voilà, les gens nous parlaient, vous êtes aux Marquises, aux Galapagos, en Amérique du Sud, dans l'océan Indien. Partout, les gens nous disaient, voilà, la météo change, les conditions climatiques changent, la sécheresse ou des fois des fortes pluies, les températures. Et donc ça, c'est une vraie prise de conscience de voir que oui, c'est bien l'homme qui influence aujourd'hui le climat, et que cette modification, ça va très très vite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné pendant ce tour du monde. Allez, on quitte un peu la mer, on en vient donc à Solar Stratos. On va vers les hautes altitudes. En tout cas, c'est vraiment ce qui occupe tout ton temps. Le projet, explique-nous le but de Solar Stratos, dont l'achèvement sera une première mondiale. Alors oui, l'objectif de Solar Stratos, c'est de tenter de rejoindre la stratosphère, hein, à l'énergie solaire. Donc, c'est le rêve d'Icare 4000 ans plus tard. Hein. C'est d'aller suffisamment haut pour voir la courbure de la Terre, hein. Tout ça propulsé de nouveau grâce aux rayons du soleil. Mais ça, c'est l'objectif final, hein. Parce que sur ce chemin, on a construit un avion solaire biplace. Voilà, c'est un avion qui peut transporter des passagers, transporter des personnes. Et puis, donc, on a fait déjà plusieurs premières, hein. Au-delà de l'altitude, j'ai pu sauter de mon avion. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de l'aviation qu'un parachutier sautait depuis un avion électrique et un avion solaire. Et plus récemment, l'année passée, en 2022, avec Géraldine Fasnacht, la femme oiseau, elle a pu sauter de mon avion au-dessus des Alpes suisses et réaliser le premier saut en wingsuit depuis un avion électrique. Et donc, le premier vol en wingsuit solaire. Donc voilà, l'objectif, bien sûr, la finalité, c'est la stratosphère. Mais sur ce chemin, qui est incertain, hein, c'est ça l'aventure, c'est pas sûr qu'on y arrive. Sur ce chemin, eh ben, on a déjà réalisé plusieurs premières mondiales. Alors, on va aller un peu dans les détails. On va aussi essayer d'imaginer, parce qu'on est dans un exercice audio. Alors déjà, la stratosphère, qu'est-ce que c'est concrètement par rapport à l'espace qu'on connaît? On a une représentation de l'espace. On est toujours dans la Terre, mais on n'est pas loin de l'espace quand même. Alors, l'espace, officiellement, pour les Américains, les Occidentaux, c'est 100 km. Pour les Russes et les Chinois, c'est 80 km. Donc, en gros, d'abord, on a la troposphère, c'est là où on vit tous. La troposphère qui va du niveau de la mer jusqu'à, ça dépend de la saison et des latitudes, mais jusqu'à à peu près 15 000 à 16 000 mètres. Ensuite, on a la tropopause. C'est une couche d'atmosphère qui est d'environ 1 à 2 km, qui est en dessous de la troposphère. Et ensuite, depuis la tropopause, on a la stratosphère qui va d'à peu près 15 km jusqu'à quasiment l'espace, hein, jusqu'à 80 km. Voilà, donc c'est une couche de l'atmosphère. C'est là, pour simplifier les choses, où la température commence à remonter. La température dans la troposphère baisse jusqu'à 15-16 km, et puis elle se stabilise dans la tropopause et elle remonte dans la stratosphère. Donc voilà, c'est une couche de l'atmosphère particulière, mais on est toujours effectivement dans l'atmosphère terrestre. Est-ce que depuis là-haut, depuis la stratosphère, on voit la courbure de la Terre? Ah oui, alors à partir de 18-20 km, on voit la courbure de la Terre.
commence à apercevoir vraiment cette courbure de la Terre. Et donc, voilà, ça sera un point de vue assez exceptionnel. Et tout ça propulsé grâce à la force du Soleil. Est-ce que tu peux nous décrire ton avion électrique et solaire? C'est un avion de taille relativement modeste, comparé par exemple à un avion solaire comme Solar Impulse, qui fait 25 mètres d'envergure, très léger. Donc, ça ressemble vraiment à un planeur, mais c'est un avion avec une hélice. Et il y a des cellules solaires qui se trouvent sur les ailes et sur le panache de profondeur. On a à peu près 22 mètres carrés de panneaux solaires qui alimentent les batteries de l'avion. Et puis ensuite, bien sûr, on a des batteries. C'est un biplace tandem, donc l'un derrière l'autre. Donc, c'est vraiment un avion qui a un super design, qui est magnifique. On imagine que c'est silencieux, du coup, comme avion. Alors, c'est très silencieux et on vole très lentement. C'est vrai que les gens qui viennent voir voler notre avion sont surpris parce qu'on a vraiment, là, on commence à voler à 50 km/h sans bruit, sans émettre de CO2. Et puis, voilà, on a vraiment l'impression que quelqu'un qui a une main invisible qui vient prendre l'avion et qui le fait voler. Donc, c'est une expérience aussi à le voir voler depuis l'extérieur. Tu nous disais, hein, c'est un long chemin, une longue préparation. Il y a plein d'étapes sur ce projet. Cet avion vole déjà. Tu as ressenti quoi la première fois que tu l'as fait voler, que tu étais aux commandes de cet avion? Bah, c'était pour moi assez fantastique parce que c'était des années de travail pour réussir à voler dans cet avion seul. D'abord, c'était un pilote d'essai qui a dû voler l'avion. Et donc, de pouvoir voler cet avion, ça c'était en 2021, de pouvoir voler cet avion seul, 2020, excusez-moi. Donc, c'était vraiment une sensation assez incroyable de pouvoir être seul dans cet avion, voler à l'énergie solaire. Pourquoi? Parce qu'avec un avion solaire, on produit de l'énergie au volant. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que tous les avions en général, en fait, on consomme du carburant et les niveaux d'énergie à bord baissent. Que nous, dans un avion solaire, à un moment donné, l'avion produit plus d'énergie que ce qu'il consomme et on voit notre niveau de batterie remonter. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est un avion qui peut voler que de jour. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de soleil? Alors, c'est un avion qui a été conçu pour voler uniquement de jour, parce que, bien sûr, pour faire des records d'altitude, il n'y a pas besoin de faire du vol de nuit. Contrairement à Solar Impulse, par exemple, il devait pouvoir passer la nuit pour faire un tour du monde. Mais si on venait à voler de nuit, ça ne poserait pas de problème. On a des batteries et on pourrait tout à fait voler sur nos batteries. Bien sûr qu'on vole moins longtemps que si on vole de jour avec un bel ensoleillement. On va poursuivre un peu les éléments du calendrier parce que à quel horizon, à quelle date tu penses non pas atterrir sur ce projet, mais plutôt aller justement dans la stratosphère? Alors, au début, on avait un calendrier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre aventure, elle est plus compliquée, plus complexe que prévu. Donc, on avance chaque jour le mieux possible. Donc, cette année, ce qu'on espère, c'est en tout cas tenter un record d'altitude, monter à 10 000 mètres cette année. Donc, ça va être une étape importante. Et ensuite, il faudra attendre des résultats de cette campagne de vol, savoir si on a réussi, quelles sont les performances de l'avion, pour savoir si on peut imaginer de faire ça en 2024 ou pas. Donc ça, il faut attendre un petit peu voilà. Donc, pas avant 2024. Et puis, il faudra voir le résultat de cette campagne de vol de cette année, notre tentative de record qu'on va réaliser cet été. Je voulais aussi te poser une question que tout le monde doit se poser, mais comment tu abordes la question du danger? Parce que c'est quand même risqué comme aventure. Alors, bon, la vie, c'est dangereux. La vie, c'est une aventure mortelle pour chacun d'entre nous. Ne l'oublions pas. Moi, je pense toujours que la peur, ça nous empêche pas de mourir, mais ça nous empêche de vivre. Donc, ça reste une aventure. Donc, oui, il y a un certain risque. Pour l'instant, le risque est relativement faible. J'ai un parachute pour tous les vols qu'on va faire encore cette année. J'ai un parachute, donc le risque, il est quand même très faible. Après, pour la stratosphère, oui, il y a un petit peu plus de risque parce qu'on a une combinaison spatiale et il y a un moment donné où on ne peut pas sauter. Là, il y a un peu plus de risque. Mais voilà, une aventure, s'il n'y a plus de risque, c'est plus une aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Alors, je voudrais parler aussi de ton choix, on l'entend, d'explorer des solutions technologiques au problème du réchauffement climatique. Pourquoi tu crois autant dans l'énergie solaire et pas dans une autre source d'énergie, notamment pour les projets que tu entreprends? Parce que l'énergie solaire, en fin de compte, alors aujourd'hui, on doit électrifier notre monde, on doit arrêter de brûler ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Simon, on brûle 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Imagine 180 tonnes de charbon et 120 tonnes de gaz et de pétrole chaque seconde. 300 tonnes, 300 tonnes.
Et ça, c'est ce qu'on doit quitter, parce que l'usage de ces énergies non renouvelables fossiles, c'est ce qui met en danger notre environnement, notre atmosphère et notre climat. Et ça, c'est mon combat. Il y a beaucoup d'autres combats sont bien sûr importants, mais mon combat, c'est celui-là. Et je pense que l'énergie solaire, dans le potentiel des énergies renouvelables qu'on a sur Terre, hein, bien sûr, il y a le vent, il y a la force marémotrice, les océans, hein, l'hydroélectricité, la biomasse, la géothermie. Mais si on regarde le potentiel de toutes ces énergies, celles qui les dépassent tous en termes de puissance, d'énergie à disposition, c'est le solaire. C'est en gros 600 terawatts de puissance en continu, alors que toutes les autres, c'est 10 à 12 pour la géothermie, 2 à 4 pour le vent. Donc on voit que c'est vraiment celle qui dépasse toutes les autres, qui est relativement prévisible, qui demande peu de matières premières, peu de risques, et puis c'est l'énergie la moins chère aujourd'hui. Donc c'est l'énergie, c'est pas la seule qu'il faut mettre en avant, bien sûr, attention, hein, parce que de l'énergie solaire au pôle Nord en hiver, ça va pas très bien fonctionner. Donc je ne suis pas un monothéiste de l'énergie solaire, mais je pense que c'est l'énergie qui a vraiment la capacité d'alimenter notre civilisation avec un impact sur la planète tout à fait raisonnable. J'ai pu lire en préparant cette conversation que tu dis, en quelque sorte, tu me diras si je reformule bien, que la technologie doit nous permettre de tout changer pour ne rien changer au bon sens du terme, en quelque sorte. Tu peux nous expliquer à quoi tu penses quand tu parles de certaines activités qu'on peut penser être inutiles? Non, alors, ce que je pense, c'est qu'on doit justement tout changer pour que rien ne change. Et je crois que la technologie, c'est une des solutions. Pourquoi? Parce que c'est aussi la technologie qui fait qu'on brûle ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas changer, qu'il n'y ait pas une prise de conscience qui doit quand même un jour arriver sur l'humanité, avoir plus de conscience lorsqu'on consomme de l'énergie, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on utilise de l'énergie. À mon avis, ça va aussi impliquer à long terme une autre prise de conscience de l'humanité. Et ce que je pense, voilà, c'est qu'on doit tout changer pour que rien ne change et que voilà, la meilleure solution dans cette urgence qu'on a aujourd'hui climatique, c'est vraiment l'énergie solaire qui est vraiment la meilleure source d'énergie pour arrêter de brûler ces produits fossiles qu'on brûle chaque jour aujourd'hui. Et aussi, c'est nous reconnecter à la nature. Hein. Toutes les énergies renouvelables, elles nous reconnecteront à la nature. On devra réfléchir différemment. Par exemple, en Suisse, en hiver, on a moins d'énergie à disposition avec le soleil qu'en été. Et peut-être qu'il faudra réfléchir différemment. À nouveau, produire peut-être moins, consommer moins d'énergie, donc produire moins en hiver pour produire plus en été lorsque l'énergie est à disposition. Donc, c'est aussi un moyen de nous reconnecter à la nature. Je me dis que cet avion solaire, c'est un peu une métaphore de ce qu'on appelle parfois la sobriété, parce que c'est un avion qui vole lentement, mais qui permet quand même, tu vas le démontrer, de se déplacer très haut. Ton avion électrique n'est pas conçu pour voyager, tu le disais, d'un point à un autre du globe. Hein, il est conçu pour aller le plus haut possible, mais on sait que l'aviation est pointée du doigt pour ses émissions de CO2 actuellement. Est-ce qu'il y a des perspectives pour l'aviation d'utiliser au quotidien la motorisation électrique? Alors, je pense que notre projet, Simon, c'est plutôt l'efficacité énergétique que la sobriété. Parce que prendre un avion, dépenser de l'énergie pour être dans la stratosphère et redescendre, c'est totalement inutile. Donc, ça, dans nos besoins primaires, et ça va consommer de l'énergie. Donc, pour moi, c'est plutôt de l'efficacité énergétique. C'est le faire avec l'équivalent de 2 ou 3 litres de carburant. C'est rien du tout. Hein. Par contre, on est vraiment dans quelque chose qui est relativement inutile. C'est vrai qu'il y a des gens qui pointent du doigt l'aviation alors qu'elle représente que 2% de l'ensemble des gaz à effet de serre sur Terre. C'est parce qu'il y a deux choses qu'il faut, à mon avis, distinguer. C'est une transition énergétique, hein, donc arrêter de brûler ces produits fossiles, et une transition idéologique. Et moi, je ne suis pas dans l'idéologie. Le rêve, un des plus anciens rêves de l'homme, c'est de voler. Je le trouverais terrible. Et quand il y a des hommes ou des femmes politiques qui disent que voler ne doit plus être un rêve, moi, ça me choque à plusieurs titres, mais ça me choque parce que je pense que voler, c'est un rêve incroyable qu'on a réussi à réaliser. Et puis, il faudra continuer de le faire. Mais avec plus de conscience, c'est juste peut-être qu'un aller-retour à Barcelone pour le week-end, 2 ou 3 fois par année, ben, on le fera peut-être qu'une fois et puis on en profitera pour rester une semaine. Je pense qu'il faut plus de conscience, puis il faudra le faire avec des énergies renouvelables. Donc, avec des avions électriques pour la petite aviation, des courtes et moyennes distances, ou alors pour des plus grandes distances, avec de l'hydrogène qu'on va produire grâce à des énergies renouvelables à terre. C'est quelque chose qui est tout à fait possible.
et où on voit même que finalement, dans le cadre de l'hydrogène liquide, on a plus de densité qu'avec le kérosène. Donc, on aura des systèmes plus performants, plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui et qui n'auront, pour ainsi dire, pas d'impact sur l'environnement. Alors nous parlons en 2023, tu travailles sur ces sujets depuis le début des années 2000, 2004. Tu dirais qu'au niveau global, cette fameuse transition énergétique avance comment, et notamment sur le sujet du solaire. On avance assez vite? Alors, je pense qu'il y a d'abord la prise de conscience. Quand j'ai commencé vraiment à m'engager pour ces problèmes climatiques en 2004, on avait encore des climato-sceptiques. J'ai fait un débat avec Claude Allègre, qui disait qu'il n'y avait pas de changement climatique et puis que tout allait bien. Donc, il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui assez incroyable de ces changements climatiques. Donc, la prise de conscience, elle est là. On est rattrapé par la réalité et maintenant, on est dans l'action. Comment est-ce qu'on fait cette transition énergétique? Donc là, je dirais que dans la prise de conscience, les choses avancent bien. Dans l'action, on a un petit peu de retard. À mon avis, il faudrait qu'on puisse aller plus vite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'énergie solaire, en 2004, on était à peu près à aller 80 centimes le kilowattheure, 80 centimes d'euros le kilowattheure. Aujourd'hui, sur des grandes installations, on est entre 2 et 4 centimes. Donc, l'énergie solaire aujourd'hui est moins chère que la plupart d'autres énergies, y compris l'énergie nucléaire. Et son prix va continuer à baisser. Probablement que dans une dizaine d'années, on sera à 1 centime d'euros le kilowattheure, quasiment d'énergie gratuite à disposition, sous forme fatale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on avait une énergie trop chère, si l'énergie était trop chère, cette transition serait impossible du point de vue économique pour notre planète. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience et que finalement, cette énergie, l'énergie solaire, et pas seulement l'énergie solaire, l'ensemble des énergies renouvelables devient de moins en moins chère et de plus en plus compétitive. Alors, je sais qu'on est écouté dans le monde francophone et notamment en Afrique. Tu as une fondation, tu as mis en avant justement le solaire pour résoudre certaines problématiques locales d'accès à l'énergie. Là aussi, c'est incontournable le solaire pour des lieux un peu inaccessibles en termes de réseau électrique. Oui, alors je pense, d'ailleurs, on a des projets avec, en l'occurrence, un projet avec notre fondation au nord de Dakar, à Mboro, au Sénégal, où on a ouvert un centre de formation professionnelle de solarteurs, d'installateurs solaires, parce qu'en fait, là, de nouveau, l'Afrique a une carte à jouer. L'Afrique est un continent énorme, qui a beaucoup de matières premières et qui a beaucoup d'énergie renouvelable, hydraulique, éolienne, mais aussi solaire. En termes du point de vue solaire, c'est probablement le continent, l'Afrique, et c'est un paradoxe, qui a le plus de matières premières et qui a le plus d'énergie renouvelable. À mon avis, ils ont une carte à jouer dans ce défi parce que je pense qu'ils ont vraiment de quoi produire énormément d'énergie, devenir indépendants du point de vue énergétique. Et ils ont une carte à jouer. Et j'espère que sur ce continent, que l'avenir va permettre à ce continent de se développer différemment que ce que ça a été jusqu'à aujourd'hui. On entend que tu es dynamique et optimiste. Je voulais ton avis sur l'éco-anxiété. Est-ce que c'est une sensation qui te traverse, une émotion que tu peux ressentir par rapport à l'avenir et au climat? Alors, étant donné que je suis actif puis que j'essaie de faire quelque chose, moi, je suis dans l'action. Je ne suis pas quelqu'un d'anxieux. Par contre, je peux comprendre l'éco-anxiété et je pense qu'aujourd'hui, ne pas avoir d'éco-anxiété, c'est être un peu schizophrène. Parce qu'aujourd'hui, face à cette réalité, c'est normal qu'on soit inquiet. C'est normal que c'est tout à fait normal que lorsqu'on voit comment les choses évoluent, eh ben, on soit vraiment inquiet pour notre climat, pour les générations futures, pour notre planète. Alors voilà, moi, je lutte contre mon éco-anxiété parce que je suis acteur et j'essaie de faire quelque chose pour lutter contre ces changements. C'est d'ailleurs, si les auditeurs sont éco-anxieux, je pense que c'est le meilleur remède, c'est de tenter de faire quelque chose. Pas besoin de faire de grandes choses, mais si chacun d'entre nous sur Terre essayait avec ses capacités de faire un petit quelque chose, je pense qu'on pourrait avoir des effets qui seraient extrêmement importants. Et souvent, une question que les gens se posent, moi-même je me la pose régulièrement, je fais des recherches ou parfois des podcasts, du coup, c'est quoi toi ton petit geste le plus positif pour l'environnement? Mon geste vraiment aujourd'hui le plus utile pour l'environnement, c'est dans tout ce que je fais, j'essaye de réfléchir à mon impact. C'est-à-dire que chaque fois que je fais quelque chose, je réfléchis, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire mieux? J'essaye, alors je ne suis pas parfait. Et d'ailleurs, dans nos projets, on est dans des projets d'amplification, mais pas d'exemplarité. Personne ne peut être exemplaire, je ne suis pas exemplaire.
Mais voilà, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est lorsque par exemple je vais me déplacer, voilà, est-ce que c'est vraiment utile? Et puis est-ce que l'énergie que je vais consommer finalement va être utile à quelque chose de plus grand, de plus important? Voilà, j'essaie de faire un peu un bilan et j'essaie de faire attention à mon impact global sur cette planète. S'informer, être conscient de son impact. Alors, le temps file à toute vitesse. On arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, à la fin de cette émission, j'ai l'habitude de demander à mon invité de nous recommander une voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Raphaël, quelle voix as-tu choisi? Alors, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de personnes qui, j'imagine, pourraient alimenter ton blog qui est magnifique. Mais après l'atmosphère, bah, je pense aux océans. J'ai fait un tour du monde en bateau solaire. Il y a une personne que je trouve assez incroyable, Jacques Cougery, je ne sais pas si tu connais, qui lui fait des maisons sous-marines et qui a un projet de Sea Orbiter. Voilà, un bateau vertical qui va faire des tours du monde pour sensibiliser les gens, hein, vraiment euh, la mer et l'atmosphère et le ciel pour sensibiliser les gens finalement à la protection des océans et notre atmosphère. Voilà, il est à l'Académie française des sciences, vraiment une personne incroyable. Et voilà, je te conseille de passer un peu de temps avec lui parce que c'est quelqu'un qui est vraiment voilà, a un beau projet et puis a une vie magnifique et a fait des choses incroyables. Parfait, ça fait rêver. Raphaël Donjean, donc tu es l'instigateur de Solar Stratos. Je mets en description de cet épisode le lien vers ton site internet pour suivre les étapes de ton aventure. On te souhaite donc bonne chance. On a hâte de voir les prochaines étapes et puis de connaître le résultat et que tu atteignes ton objectif donc d'atteindre la stratosphère avec cet avion électrique. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à toi, Simon, de nous permettre d'avoir cette voix et de communiquer à tes auditrices et tes auditeurs. Et puis, ben, viens nous dire bonjour, viens voir l'avion. Si une fois tu passes par la Suisse, tu es le bienvenu. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.